Bonjour les amis et bienvenue dans ce débrief de la finale de la Coupe du Monde 2022 qui a vu la victoire après les tirs au but de l'Argentine donc face à l'équipe de France. Match envoyé miraculeusement en prolongation 2-2 après l'Argentine a pris l'avantage 3-2 et un penalty en toute fin de match a permis à la France d'égaliser et donc d'aller au tir au but, où le gardien argentin, qui est un des héros du match, a fait la différence par rapport à un Hugo Lloris déjà peu réputé pour sa qualité dans cet exercice. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai écouté pas mal d'émissions de radio, de télé suite à ce match, et je suis très en décalage par rapport à l'unanimité qui se détache sur le fait qu'on a assisté à un match d'anthologie. Certains disent, alors sans doute que j'ai un prisme français, puisque moi je fais partie un peu de l'école de seule la victoire compte. Et en plus, moi je trouve pas qu'on ait eu du beau jeu pendant cette finale. Je vais y revenir un petit peu plus tard en détaillant un petit peu les statistiques. Mais le scénario, oui, d'accord, égalisation miraculeuse par deux fois à la fin du temps réglementaire et en prolongation, mais 75 à 80 minutes où l'équipe de France ne fait absolument rien. Une première mi-temps de prolongation, là aussi totalement nulle de l'équipe de France, et une séance de tir au but quand même qui restera pas dans les annales puisqu'elle n'a même pas été au bout, avec les Français qui ratent 2 pénaltys. Donc pour moi, ça n'a rien d'anthologique. Pour moi, un match d'anthologie, c'est un match qui est beau de la première à la dernière minute, avec une séance de tir au but un peu folle, ce qui pour moi n'est pas le cas. Et de ce point de vue-là, pour moi, alors certes c'était pas une finale, mais je trouve que le match contre l'Allemagne en 1982 à Séville, pour moi, est d'un niveau très nettement supérieur à ce que j'ai vu hier. Alors, bon, il se trouve qu'il y a une sorte d'unanimité autour du fait que ce match était extraordinaire. Moi, personnellement, ça n'a pas été le cas. Parce que je pense que si on se place à la 80e minute, c'est sans doute la pire prestation d'une équipe qu'on ait jamais vue que celle de l'équipe de France, qui, je crois, a fait son premier tir à la 70e minute et qui a sa première occasion sur le penalty d'Mbappé. Donc, si ça pour moi c'est un match d'anthologie, honnêtement, ce n'est pas du tout ma conception. En tout cas, je trouve que la morale de cette finale, c'est que c'est l'équipe qui le mérite le plus qui s'est imposée, dans la grande difficulté certes, mais c'est vrai qu'après 2 matchs assez pourris contre l'Arabie Saoudite et contre le Mexique, l'Argentine a fait une sorte de révolution interne, en allant chercher vraiment ces matchs avec les dents, avec une grande volonté. Et il faut le dire, hormis donc le premier match face à l'Arabie Saoudite, l'Argentine a mené 2-0 dans tous ces matchs. Alors, s'est fait rejoindre à plusieurs reprises. On se souvient évidemment du match contre les Pays-Bas où ils se font égaliser à la toute dernière minute. Mais là aussi, ils ont les ressources mentales pour aller s'imposer au tir au but, ce qui quand même démontre que ces joueurs-là ont un mental nettement supérieur à tous les autres. Mais en tout cas, voilà, bravo aux Argentins. Je trouve que hier, ils méritent 100% leur victoire. J'aurais été évidemment content que l'équipe de France gagne, mais pour moi, ça aurait été vraiment le hold-up, peut-être pas du siècle, mais de l'histoire du foot, tout du moins en Coupe du Monde. Alors Didier Deschamps avait décidé de faire confiance à ceux qui l'ont porté en finale. De ce point de vue-là, il n'y a rien de critiquable. Mais par contre, ce qu'il faut constater, c'est que pendant plus d'1 heure, on a été totalement bouffé dans tous les domaines, dans les duels, dans la qualité technique, etc. Et j'ai été notamment très 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 déçu par les performances de nos milieux, Tchouaméni, Griezmann et Rabiot. Évidemment, si on rajoute le non-match de Dembélé et le match totalement neutre d'Olivier Giroud, plus les erreurs individuelles d'Hernandez, eh bien, on a eu effectivement une première heure absolument catastrophique. 1 heure, même 70 minutes, je dirais. Et nos milieux. Alors,
Didier Deschamps dit qu'il n'y a pas eu d'incidence sur le physique des joueurs, le fameux virus qui a circulé. Mais moi, quand je vois la prestation de Griezmann, de Rabiot, je me dis c'est pas possible. Ces gars-là, depuis le début de la compétition, avaient un gaz absolument incroyable, une présence physique de tous les instants. Et là, on ne les a absolument pas vus. Bizarrement, c'est celui qui a été officiellement malade, Rabiot, qui a été le moins mauvais. Mais Antoine Griezmann, mais vraiment totalement absent de cette finale. Et en plus, souvent, il se planquait. Je le voyais, alors, souvent on lui reprochait d'être trop bas, mais moi ça me gênait pas du tout. Mais là, il était pour le coup trop haut, souvent un peu caché ici et ne produisant absolument rien. Alors certains diront que Didier Deschamps s'est trompé dans sa compo, certains disent qu'il aurait dû mettre Kingsley Coman, mais très sincèrement, vous mettez Kingsley Coman, qu'est-ce que ça change? Avec un milieu aussi peu présent et un Giroud à la rue, ça n'aurait absolument rien changé. Donc je ne reproche absolument pas à Didier Deschamps d'avoir envoyé cette équipe. Du reste, et je crois que c'est sans doute une première, d'ailleurs on a eu beaucoup de premières dans cette finale de Coupe du Monde, c'est qu'il procède à 2 changements. Alors ça, je pense que c'est vraiment du jamais vu. À 2 changements très très tôt dans le match. On le voit ici, donc dès la 41e minute, il sort quand même 2 joueurs très importants de l'équipe, Giroud et Dembélé, pour faire entrer Kolo Muani et Thuram. Mais il faut bien dire que ces entrées-là n'ont certes pas eu un effet immédiat, mais sur le long terme ont été très positifs parce que ces joueurs-là avaient du gaz et ils ont marqué énormément de points. Thuram donnant la balle d'égalisation à Kylian Mbappé et Kolo Muani qui a fait un match extraordinaire et qui aurait même pu signer le hold-up puisqu'il a eu une occasion énorme à la 120e minute, donc quasiment à la dernière minute du match, et il tombe sur un gardien absolument incroyable. On en reparlera de ce gardien parce que je ne le connaissais pas et ça a été un des héros du match, évidemment, avec Messi et Di Maria. Donc effectivement, on ne s'explique absolument pas ce début de match, enfin même cette première heure, ces 70 minutes où l'équipe de France était totalement éteinte. Alors, on nous dit pas de problème physique, ok. Alors, si c'est un problème mental, je suis très étonné puisque la plupart des joueurs sont quand même des joueurs qui évoluent dans des très grands clubs, qui ont vécu eux aussi des finales, donc je ne comprends pas cela. En tout cas, si c'est le cas, ce n'est pas bon pour Didier Deschamps puisqu'il n'a pas su mettre en ordre de marche cette équipe, puisque à la mi-temps, à la reprise de la mi-temps, on n'a pas vu beaucoup mieux. Il a vraiment fallu que Kolo Muani aille chercher un penalty et que Kylian Mbappé marque un de ses 3 buts de la soirée pour que l'équipe se relance. Mais avant cela, on n'avait vraiment rien vu du tout. Donc pour moi, je vois pas comment on peut décrire ça comme un très grand match alors que pendant 70 à 80 minutes, on n'a absolument rien vu de l'équipe de France. Alors certes, le scénario final est fou, mais pareil, la séance de tir au but, elle est dégueulasse. Donc voilà, pour moi, c'est pas du tout un grand match tel que je l'imagine. Pour moi, Séville 82, c'est largement au-dessus. Et pourtant, on avait perdu. Donc c'est même pas une question de victoire-défaite. Si on avait gagné 3-2 avec le but de Kolo Muani, je vous aurais pas dit que c'était un grand match. Je vous aurais dit que c'était un grand hold-up, mais certainement pas que c'était un grand match. Enfin bon. Après, chacun a sa perception. Les gens qui ont considéré ce match comme un match d'anthologie, c'est qu'ils ont ressenti beaucoup de choses. Moi, j'ai surtout ressenti de la frustration. Certes, un soulagement aux 2 égalisations, mais en même temps avec le sentiment que c'était vraiment pas mérité. Alors pour aller dans mon sens, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin vraiment de le démontrer, mais si on regarde l'attaque momentum, vous savez, une des stats, enfin, on va dire un graphique que j'apprécie beaucoup. Donc la France est en bleu, l'Argentine en vert. Donc là, c'est les 2 buts argentins, mais vous remarquez que jusqu'à ce moment-là, donc c'est à peu près la 65-70e minute, la France ne fait rien du tout. Mais absolument rien. Et elle repart ainsi pendant la prolongation. Vous voyez? Alors il y a quelques petites tentatives ici, mais il ne se passe rien. C'était une équipe de France à l'encéphalogramme plat pendant 80% du match. Donc je ne vois pas comment on peut dire que c'est un match d'anthologie, dès lors que vous avez un des 2 adversaires qui est totalement absent. Donc je ne comprends pas cette appréciation folle. Pareil, autre chose que je ne comprends pas du tout, mais là je pense que c'est vraiment inexplicable, c'est que après que l'équipe de France soit revenue à égalité, les Argentins ont eu vraiment, vous le voyez, un coup de mou incroyable en fin de match.
Et la France n'a pas enchaîné. C'est ça que je ne comprends pas. En fait, vu qu'on avait fait rentrer beaucoup de joueurs avec énormément de dynamisme, de puissance physique par rapport à des Argentins qui sont quand même des joueurs de petite taille, je pensais vraiment qu'on allait les exploser en prolongation. Sur cette lancée-là, en fait. Et pas du tout. Pas du tout. Le début de la prolongation a été très timide de la part des deux équipes. Ensuite, donc, en début de deuxième prolongation, bon, qui elle a été folle, ça faut le dire, la deuxième prolongation a été folle. But des Argentins, après quand même quelques grosses situations contre nous. Et ensuite, la France, donc, qui réagit en toute fin de match et donc qui parvient à égaliser sur le penalty d'Mbappé. Donc je n'ai pas compris, alors déjà ces 70 premières minutes et ce qui a suivi, les deux buts français. Pour moi c'est incompréhensible, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris dans ce match, mais notamment cette baisse de régime de l'équipe de France qui aurait dû vraiment tuer la bête blessée et qui finalement a vu cette bête reprendre la confiance et finir par s'imposer. Alors parmi les réactions qui moi m'ont paru totalement surréalistes, c'est quand même l'équipe. L'équipe au lendemain, enfin même au soir, d'une finale de Coupe du Monde qui titre sur Mbappé. Attendez, l'Argentine vient de gagner sa 3e Coupe du Monde et vous faites une avec Mbappé. Alors ce qui est fou, c'est qu'en plus quand vous voyez cette affiche-là, si vous savez pas le résultat, vous voyez Mbappé avec son titre de meilleur buteur et la Coupe du Monde à côté, vous avez vraiment l'impression que c'est la France qui a gagné. Je ne comprends pas cette une, elle est totalement débile. Et même, c'est une une de Footix. Parce qu'en fait, on focalise sur Mbappé, alors qu'il met un triplé, c'est extraordinaire, ça c'est sûr. Mais bon, il y a quand même 2 pénaltys. Mais comment peut-on titrer sur Mbappé? Non, je ne comprends pas, c'est totalement dingue. Et si parfois on reproche à la France de pas être une nation très sportive, quand on voit la une de son seul journal sportif qui au lendemain d'une victoire de l'Argentine en Coupe du Monde vous titre avec Mbappé et la Coupe du Monde à côté, alors là franchement ça va pas faire progresser la connaissance sportive dans notre pays. Alors pour appuyer mon propos sur la qualité du match, Optagent nous dit: France, c'est la première équipe donc enregistrée à ne pas tenter un seul tir dans la première mi-temps de la Coupe du Monde. Moi, je veux bien qu'on me dise que c'est un grand match, mais quand même, pour moi, là, il y a un problème de cohérence. Le naufrage de la France, évidemment, a été matérialisé par le fait de prendre 2 buts en première mi-temps, ce qui n'était pas arrivé en Coupe du Monde contre l'Afrique du Sud dans un naufrage global de l'équipe de France. Donc déjà, on était dans une situation de naufrage dès la première mi-temps. Autre symbole de la fébrilité française dans cette première mi-temps, vous le voyez ici, StatFoot, qui est un compte Twitter vraiment de très très grande qualité. Donc si vous êtes sur Twitter, n'hésitez pas à vous abonner à StatFoot. C'est un particulier qui fait ça, c'est pas Opta. Donc il nous dit: la France a concédé 4 pénaltys lors de ses 4 derniers matchs de Coupe du Monde. Donc là aussi, une fébrilité défensive qui quand même a été pénalisante tout au long de la compétition. Rappelez-vous donc le penalty d'Hernandez contre les Anglais et évidemment celui de Dembélé qui à mon avis était superflu. Alors évidemment un des héros du match c'est lui, le gardien Emiliano Martinez, donc qui a été élu meilleur gardien de la Coupe du Monde et qui évidemment fait ce sauvetage extraordinaire sur Kolo Muani en fin de match et qui en plus est rentré dans la tête des Français sur les pénaltys. Il touche le ballon sur le premier pénalty d'Mbappé qui est très bien tiré, mais malgré tout il touche le ballon. Deuxième tir donc Kingsley Coman et là il arrête le ballon. Et d'une certaine manière il met la pression sur Tchouaméni qui se dit: bon, il a plongé 2 fois de son côté droit, donc de mon côté gauche, donc je vais tirer à gauche, mais par contre il a touché 2 fois le ballon, donc il faut que je mette encore plus d'angle et plus de force. Et du coup il tire à côté. Donc ce gardien incontestablement a été un des grands artisans de la victoire. Évidemment beaucoup vont focaliser sur Messi et ils auront raison, mais évidemment ce gardien a été un des grands acteurs de la victoire de son équipe. Donc bravo à lui, parce que c'est pas la première fois qu'il rentre dans la tête de ses adversaires, puisque ça avait été le cas aussi notamment contre les Pays-Bas. À l'inverse, en face, Hugo Lloris, qui est un grand gardien,
dans le jeu, mais qui par contre est une pompe sur les pénaux, puisque on le voit ici, Data OL, donc qui lui aussi est un particulier, n'a arrêté aucun de ses 16 derniers tirs au but penalty concédés, un tir hors cadre et 15 buts. Donc vous voyez, quand on est allé au pénaux, très sincèrement, j'étais pas hyper confiant. Alors du côté évidemment de l'Argentine, outre le gardien, évidemment Lionel Messi qui lui, eh bien vous le voyez, devient le premier joueur à être impliqué dans 21 buts dans l'histoire de la Coupe du Monde, donc 13 buts, 8 passes décisives. Léo Messi qui a fait une très très grande Coupe du Monde, vraiment très très loin de ses prestations avec le PSG l'année dernière. C'est vrai qu'il fait une bonne saison avec le PSG, mais sa Coupe du Monde est tout simplement folle. D'ailleurs, s'il ne relance pas l'équipe face au Mexique, Dieu sait où serait l'Argentine, mais certainement pas en finale. Bref, il a vraiment fait le métier. En grand joueur qu'il est. Alors, moi, je vais pas ergoter spécialement sur Messi parce que je suis pas spécialement un fan ni un hater. En fait, c'est quelqu'un qui m'intéresse pas spécialement. Moi, je suis d'abord fan de l'Olympique Lyonnais. Donc, si vous voulez, Messi, Mbappé, tout ça, moi, je m'en fous totalement. Je regarde ces matchs avec la distance d'un supporter de foot qui n'est pas spécialement impliqué dans l'histoire de Messi et de l'Argentine. Évidemment, j'étais derrière l'équipe de France, mais la prestation qu'elle a fournie, on va dire, ne me donne pas de regret sur le fait qu'elle ait été battue, parce que moi, je suis frustré et déçu quand une équipe qui domine et qui mérite de gagner ne gagne pas. Donc, ce qui à mon avis était le cas en 82, je reviens donc à cette fameuse demi-finale de Séville. Mais quand une équipe ne mérite pas de gagner, si elle perd quelles que soient les circonstances, je ne peux pas être déçu, mais plutôt content que, on va dire, la logique du foot ait été respectée, ce qui, à mon avis, a été le cas hier. Alors d'ailleurs, si on rentre dans le détail de tous les titres détenus par Messi, on voit que il va falloir qu'il crée une pièce spécialisée pour mettre tous ses trophées, parce que, évidemment, il y en a des tonnes et des tonnes. Donc ça, c'est vraiment très très impressionnant. Carrière extraordinaire, et c'est vrai que cette victoire en Coupe du Monde, d'une certaine manière, lui permet de passer définitivement devant Cristiano Ronaldo. Alors autant vous dire que le duel Cristiano Ronaldo-Messi ne m'intéresse pas du tout, mais enfin ceux que ça intéresse, en tout cas désormais, c'est ce qui va faire la grande différence entre les deux. Alors côté français, évidemment, il y a eu aussi des performances héroïques, celle de Kylian Mbappé qui réussit un triplé et qui, vous le voyez, devient le premier joueur de l'histoire à avoir inscrit 4 buts lors de finales de Coupe du Monde. Alors je crois que certains ne mesurent pas quand même une chose, c'est que cette stat, elle existe parce que Kylian donc a fait 2 finales de Coupe du Monde. Mais est-ce qu'il en fera d'autres? Parce qu'en fait, nous Français, vu qu'on a fait 4 finales de Coupe du Monde sur les 7 dernières Coupes du Monde, d'une certaine manière, on considère que aller en finale, c'est presque quelque chose d'acquis. Or, je crois que ceux qui ont attaqué la finale parmi les Français hier ne se sont peut-être pas rendus compte que c'est peut-être la dernière finale qu'ils joueront dans leur vie. Y compris Kylian Mbappé, c'est extrêmement difficile d'aller en finale de Coupe du Monde. Même un grand joueur comme Cristiano Ronaldo n'y est jamais allé. Donc Kylian, lui, il a eu la chance et aussi la qualité pour aider l'équipe à y aller 2 fois, mais ce n'est pas du tout certain que l'on revive cela. Rappelez-vous quand même qu'après notre finale de 2006, il y a eu 2010 et 2014 et qu'on était très loin d'être en finale dans ces 2 Coupes du Monde. Donc Kylian, il a 24 ans. Prochaine, il aura 28, ensuite 32, mais celle d'après, ce sera 36. Donc en réalité, il lui reste vraiment 2 Coupes du Monde, ce qui lui met une pression de fou. Parce qu'évidemment, vous pouvez être blessé, vous pouvez ne pas aller en finale de Coupe du Monde. Donc il n'est pas du tout dit que Kylian pourra améliorer ce montant de buts. Je crois qu'il ne faut pas du tout penser qu'aller en finale de Coupe du Monde, c'est quelque chose de normal. Déjà parce que la compétition c'est tous les 4 ans, donc c'est déjà très difficile. Et en plus, on voit bien que des faits de jeu peuvent vous amener à ne pas y aller. Alors des faits de jeu peuvent vous amener à y aller, mais aller en finale de Coupe du Monde, évidemment, ce n'est pas neutre, y compris pour la France. Et donc, je pense que les joueurs hier qui ont démarré le match et qui n'ont pas donné ce qu'on attendait d'eux vont certainement le regretter longtemps, à la fois personnellement, mais aussi aux yeux du sélectionneur.
Alors s'il fallait isoler un autre joueur pour l'équipe de France, c'est évidemment Randal Kolo Muani qui a fait une entrée absolument extraordinaire. Il a gagné 13 duels, rendez-vous compte, 13 duels en étant remplaçant. Il était rentré à la 41e minute. Donc je trouve qu'il a été vraiment fantastique. En plus, évidemment, son apport offensif a été incroyable. C'est lui qui provoque le penalty. Alors il en rajoute un peu, mais il y a faute. En fait, c'est le copier-coller du penalty accordé à Di Maria. Mais il a vraiment été hyper présent. Et évidemment, il aurait pu être le héros absolument improbable s'il avait marqué à la 120e minute. Mais il est tombé sur un gardien en état de grâce. Donc voilà, bravo Randal Kolo Muani. Mais lui, je peux vous dire qu'il a marqué des points. Et si on nous avait dit avant la Coupe du Monde, Randal Kolo Muani sera beaucoup plus utile à l'équipe de France que Ousmane Dembélé, on ne l'aurait pas cru parce que Randal Kolo Muani, il démontre une chose, c'est qu'on peut être bon offensivement, mais aussi faire le travail en défense. Donc ça, c'est bien parce que justement, on a dit Dembélé, bah ouais, mais il manque d'efficacité en attaque parce qu'il donne beaucoup en défense. Kolo Muani peut faire les deux. Et rappelez-vous aussi que c'est lui qui met le deuxième but donc contre le Maroc et qui nous envoie en finale. Donc bravo à Randal Kolo Muani. On voit qu'on a de la ressource en équipe de France. Alors bien entendu, après cette compétition, se pose la question de l'avenir de l'équipe de France et notamment du sélectionneur Didier Deschamps. Alors bien entendu, dès lors que sa décision n'est pas prise, c'était logique qu'il ne s'exprime pas sur le sujet. Prendre quelques jours de réflexion, c'est ce que dit Jean-Pierre Bernès, donc l'agent de Didier Deschamps. Alors est-ce que ça veut dire qu'il va rester? Est-ce que ça veut dire qu'il va partir? On sait que c'est lui quand même qui a la main, puisque Noël Le Graët a dit en gros, si Didier Deschamps parvient à amener l'équipe de France au moins en demi-finale, c'est lui qui aura le choix de poursuivre ou d'arrêter. Alors moi je ne suis ni un pro Didier Deschamps, ni un anti-Didier Deschamps, mais je me dis que malgré tout, il reste sur 2 échecs. Alors, on va me hurler dessus. Si on dit que aller en finale de la Coupe du Monde, c'est un échec. Non, aller en finale de la Coupe du Monde, ce n'est pas un échec. Mais, si on regarde le contenu, alors on pourra me dire, il manquait beaucoup de joueurs, et notamment le Ballon d'Or. Le contenu de cette finale, il est calamiteux. Il faut quand même le dire. Il est sauvé par quelques fulgurances d'individualité. Contre le Maroc, une fois qu'on mène, on fait plus grand chose. Et contre l'Angleterre, on est globalement dominé, même si bon, les Anglais ont été très maladroits. Mais sur l'ensemble du match, on a quand même été plutôt dominé. Donc, moi, je ne serais pas scandalisé du tout que Didier Deschamps reste à la tête de l'équipe de France. Mais en même temps, je ne trouverais pas anormal qu'il parte. D'autant qu'évidemment, tout le monde est intrigué de savoir ce qu'un Zinedine Zidane, qui évidemment est le successeur désigné, est capable de faire avec cette équipe. Moi, je n'ai pas d'affect pour les entraîneurs, je n'ai pas spécialement d'affect pour les joueurs. Je soutiens des équipes ou des clubs, donc l'Olympique Lyonnais et l'équipe de France. Donc en fait, les gens qui travaillent pour ces clubs, pour moi, sont des gens qui sont là de manière temporaire. Tant qu'ils font le métier, ils restent. Mais une fois qu'ils ne le font plus, ils doivent partir. Donc voilà, je ne suis pas dans le joueurisme ni dans l'entraîneurisme. Je suis dans le clubisme et dans le sélectionnalisme, si on peut dire. Je pense que la question se pose, mais y compris pour lui, puisque finalement, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de plaisir aussi. En plus, il voit que derrière, on va dire derrière les Giroud, on a des solutions avec Thuram. Il voit que derrière Dembélé, on a potentiellement Coman, Kolo Muani. Alors c'est vrai qu'au milieu de terrain, c'est plus difficile, mais bon, Griezmann encore quelques années devant lui. Pogba n'est pas décédé, il est toujours vivant. Donc s'il parvient à retrouver techniquement, physiquement et surtout mentalement son vrai niveau, Paul Pogba, c'est quand même un monstre. Donc vous le rajoutez à la place de Tchouaméni avec un Rabiot en pleine forme, je pense que vous avez un milieu d'exception. On a vu que Varane était quand même sur le déclin, mais derrière on a un Konaté qui est absolument extraordinaire. Bon, les frères Hernandez nous rassurent pas toujours, mais bon, on va dire c'est quand même pas si mal. Après reste évidemment le latéral droit où là on est un peu en difficulté. Et évidemment on a Mike Maignan dans les buts. Donc ça quand même, je veux dire, l'équipe de France, elle est loin d'être sur le déclin. Pas du tout, puisque les jeunes qui poussent derrière sont exceptionnels.
Et je rajouterai au milieu de terrain Eduardo Camavinga, qui, bon là, malheureusement pour lui, a été utilisé en latéral, mais qui est un joueur absolument magnifique, encore très jeune, mais qui peut-être dans 2 ans pour l'Euro sera venu à maturité et apportera une solution de plus dans la création au milieu de terrain. Donc je le vois tout à fait comme un successeur d'Antoine Griezmann. Alors pas avec le même volume de jeu, mais en tout cas dans la créativité, pas très loin. Alors je voudrais pointer une petite chose qui a été très très peu relevée. C'est que l'équipe de France, vous le voyez, a eu droit à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 changements. Donc on a pu renouveler 70% de l'effectif pendant ce match. Et en fait, alors c'est quelque chose, donc, comme je le disais, qui a été très peu relevé, mais qui s'explique assez simplement. En fait, depuis le Covid, 5 changements ont été institués dans les matchs. Quand il y a une prolongation, on a droit à un 6e changement. Mais une règle qui est assez peu connue, c'est que si vous avez un joueur qui sort pour protocole commotion, ça vous donne un changement de plus. Donc Adrien Rabiot, donc qui a pris un coup de tête, donc est sorti, alors bien après son coup de tête d'ailleurs, mais il est sorti pour protocole commotion. Et donc c'est ce qui a autorisé l'équipe de France à avoir un 7e changement. Voilà, donc encore une fois, bravo aux Argentins, parce qu'ils ont vraiment mérité cette Coupe du Monde, ils ont vraiment mérité leur finale. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez vécu cela. Est-ce que comme moi vous êtes déçus par le match, même si évidemment le scénario final est fou, mais est-ce que vous trouvez par contre que c'est un match d'anthologie, d'exception? Bon, chacun a son ressenti, donc je suis curieux de savoir comment vous l'avez vécu. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce débrief, cette vidéo. On se retrouve bientôt donc pour l'actualité de l'Olympique Lyonnais, et notamment peut-être aujourd'hui, puisque la vente doit être finalisée aujourd'hui. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi, au revoir.